Donc, très rapidement, pour être on time, est-ce que ça prévient les infections respiratoires? Eh bien, extrêmement modérément, avec de ce fait une prévention d'utilisation antibiotique qui est extrêmement modérée. Donc, c'est possible que dans l'avenir, on puisse trouver la molécule. Pour l'instant, elle n'est pas disponible. Est-ce qu'il y a un symbiotique qui aurait une prévention de sepsis? Une belle étude dans Nature, pour faire Nature, c'est donc un symbiotique avec du Lactobacillus plantarum et fructo-oligosaccharides. C'est efficace. Ce produit n'est disponible qu'en Inde. Okay. Sur les diarrhées nosocomiales, si vous donnez du LGG, alors ça vous en avez, j'ai pas de lien d'intérêt, hein, c'est Probiologue par exemple, où il y a un Lactibiane qui donne aussi du LGG, eh bien là vous pouvez prévenir des diarrhées nosocomiales. En ce qui concerne la diarrhée associée aux antibiotiques, une seule molécule a démontré un vrai effet, c'est le Saccharomyces boulardii, c'est le Baby Bio, avec un sachet pendant 21 jours. Alors, dans l'étude, ils ont des bons résultats. Pourquoi? C'est parce qu'ils donnent le sachet la semaine avant la diarrhée. Bon, donc ça veut dire que dès qu'on prescrit l'antibiotique, il faut prescrire le Saccharomyces de manière concomitante. Et avec ça, vous prévenez 40% des diarrhées associées aux antibiotiques. Donc, il faut choisir son antibiotique. En gros, amoxicilline acide clavulanique, Augmentin, Bactrim sont les deux antibiotiques qui donnent le plus volontiers des diarrhées associées aux antibiotiques. Tout le reste, c'est quand même très très modéré. Pour les gastro-entérites, donc je vais très très vite, hein, malgré tout ce qui a été dit, 2 publications dans le New England Journal of Medicine ont montré une inefficacité. Pour l'instant, la gastro-entérite ne se traite pas avec les probiotiques. Aucun. D'accord ? En ce qui concerne les coliques du nourrisson, qui ont une insuffisance du microbiote, eh bien, les essais concordent pour dire qu'il y en a 2 qui peuvent avoir un intérêt. C'est le Lactobacillus reuteri DSM 17938 qui est sous format du BioGaia. Chez l'enfant allaité, vous gagnez 25 minutes de pleurs. Et avec le Lactobacillus BB12 d'AVA, avec ça, vous avez 50% des pleurs après 28 jours de traitement. Chez le nourrisson uniquement allaité, aucun des probiotiques n'a montré d'efficacité chez l'enfant en allaitement artificiel. D'accord ? Pareil pour la prévention des coliques. Et donc, sur les coliques, l'ESGAN donc, a bien spécifié que ça pourrait être intéressant de donner éventuellement ce produit, que ce soit le Lactis BB12 ou que ce soit le Lactobacillus reuteri. Sur la constipation, on en a parlé. Je rappelle une dernière fois que la constipation, c'est 10% de fibres, 10% de bactéries, 80% d'eau. Donc si vous jouez sur les fibres, vous gagnez 10%. Si vous jouez sur les bactéries, vous gagnez 10%. Donc il faut leur donner du macrogol. D'accord ? Pour une fois qu'on a un traitement dans les troubles fonctionnels, il faut l'utiliser. Et donc ça ne fonctionne pas. Et on vient de finir une étude avec BioGaia qui s'appelle BioWell. Et on a eu le résultat. Pas d'effet sur la constipation chez les enfants entre 6 mois et 4 ans. Sur les douleurs abdominales récurrentes, ça sert quand ils ont mal au ventre de leur donner un placebo. Comme on sait que c'est des produits safe, pourquoi pas, hein ? Mais on est avec un niveau de preuve qui est extrêmement faible. On a 3 molécules. Là encore, ce fameux Lactobacillus reuteri, on a le LGG et on a... ça s'appelle le Vivomix. Ok. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y a un effet placebo qui est important, donc on ne sait pas trop comment on va arriver à avoir des différences significatives, mais ce que disent les experts, et j'aime bien cette phrase, c'est de dire que l'absence de preuve d'efficacité
n'est pas forcément une preuve d'absence d'efficacité. Répétez ça dans votre tête, vous allez comprendre. Donc c'est vrai qu'on est tellement sur la médecine fondée sur les preuves que des fois, on a l'impression que parce que c'est pas démontré, il n'y a pas d'effet. Non, peut-être qu'il n'y a pas encore d'effet démontré. D'accord ? En ce qui concerne le bébé prématuré et l'entérocolite ulcéro-nécrosante, c'est extrêmement difficile de faire des études qui soient efficaces. En tout cas, le problème des méta-analyses, c'est que comme ils poolent des études qui n'ont pas utilisé le même produit à la même dose pendant le même temps, on ne peut rien conclure. Et donc, je ne peux vous conseiller d'utiliser de manière formelle chez le prématuré, d'autant plus que le prématuré, dans la majorité des cas, a un cathéter et qu'on sait que les probiotiques sont parfois, en particulier les levures, tout à fait friands de l'infection sur cathéter. Sur l'allergie, c'est la même chose. D'accord ? Les effets secondaires, il n'y en a pas beaucoup, donc tant mieux, il y a une bonne tolérance. Le marché est non régulé, pourquoi ? C'est parce que les probiotiques, en fait, c'est un nom qui ne devrait pas exister, en tout cas en France, et on utilise ça comme des compléments alimentaires. Et donc, quand on dit complément alimentaire, vous allez sur Amazon et ça vous traite n'importe quoi. Autrement dit, en médecine, il n'y a pas forcément le vrai et le faux. Il y a toujours un risque. L'idée, c'est d'être sur la bonne corde, vous voyez ? Et que il y a un mot qui veut dire ça. Il y a la science d'un côté, et puis il y a l'évocation, la fiction de l'autre. Entre la science-fiction, ce qui est sûr, c'est que, et je vais vous en parler pendant 1 minute 42, ce qui a un espoir, c'est la transplantation de matière fécale. La transplantation de matière fécale, alors là c'est simple. On balaye tout dans ce qu'il y a dans le badminton et on remet ce qu'il faut. Ok ? Donc, transplantation de matière fécale, voilà, je vais vite. On en a fait plusieurs. Si jamais vous avez envie de faire une auto-transplantation de matière fécale, je peux vous aider. J'ai le matos. D'accord ? Je peux même vous donner quelques selles éventuellement. Toujours est-il que l'élément qui va bientôt faire en sorte qu'on traite plusieurs patients font que l'expression vulgaire qui dit c'est de la merde va peut-être faire du bien. D'accord ? Les indications, alors on ne dit plus clostridium, on dit clostridioides. Donc vous savez qu'on ne donne plus le flagylle en première intention, on donne de la vancomycine et qu'ensuite, si on a une inefficacité, on donne de la rifaximine. Si on n'y arrive pas, on est à ce moment-là autorisé à faire une transplantation de matière fécale. Une transplantation de matière fécale, attention, c'est pas parce qu'on a du C. diff dans les selles qu'on a une infection type colite pseudomembraneuse. 1, c'est pas le C. diff qui est pathologique, c'est les toxines A et B. Et 2, beaucoup d'enfants, avant 1 an, ont de manière asymptomatique des toxines A et B. Donc, c'est vraiment au-delà de 4 ans, quand on est dans une situation à risque, que l'infection à C. diff doit être considérée. Toujours est-il que transplantation de matière fécale, actuellement quelques indications avec des éléments en devenir avant que ça se généralise. 1, l'infection à C. diff. 2, certaines situations de rectocolite hémorragique. 3, les colites précoces, ça s'appelle comme ça. 4, les réactions GVH, il y en a de plus en plus, d'accord ? Quand on fait, alors qu'on est greffé, une GVH digestive qui est extrêmement handicapante, eh bien, on a des bons résultats. Alors, à chaque fois, on essaye toujours de traiter l'obésité, mais alors là, pour l'instant, 0 résultat. Okay. Et puis, le grand espoir, c'est sur le spectre de l'autisme, avec une étude aux États-Unis qui a été bien faite et qui montre, entre guillemets, certains résultats, sauf que ces résultats sont quand même
très, comment dirais-je, voué à la subjectivité, d'accord, des parents qui sont dans l'auto-évaluation. Donc on est dans l'attente d'avoir des résultats qui soient, on va dire, spectaculairement efficaces. Donc on sait maintenant comment on sélectionne les donneurs, on sait les screener. Donc je ne voudrais pas faire une cumulation visuelle, parce que parfois ça prête à confusion, on ne sait pas qui est quoi et qui est où, vous voyez. Donc les 4 messages, c'est 1, protéger son microbiote en prenant le moins d'antibiotiques, en accouchant par voie basse, etc. Prévenir une insuffisance. Les biotiques, c'est pas automatique, mais choisir la souche adaptée à la posologie adaptée pendant le temps requis, c'est systématique. Si vous voulez avoir l'ensemble des études, parce que vous avez besoin d'avoir de l'evidence-based medicine, allez-y, photographiez. Vous avez le scan et vous aurez les études qui ont été résumées. Je vous remercie. Merci, Dr Marc, pour cette belle présentation qui nous a quand même remis de l'ordre en matière de prescription de probiotiques et des biotiques en général. Alors, on a le temps peut-être pour 1-2 questions. Oui, Dr Sli. Donc on me pose la question sur l'association des probiotiques avec des IPP, donc 2 études qui ont montré qu'il y avait effectivement moins de pullulation microbienne, qui est un des effets adverses des IPP au long cours, quand on prescrit des probiotiques en même temps. Le probiotique était du LGG, autrement dit, c'est une des indications possibles et pertinentes au même titre que les antibiotiques. Marc, par rapport au LGG, on croit toujours à la prévention d'allergies? Là, ce qui va sortir dans les SGAN, ils vont dire qu'il n'y a pas de recommandation à ce sujet. Autrement dit, je me fais un petit peu en prime l'avocat de ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y avait des études qui étaient un petit peu, on va dire, dans le bon sens, mais là, le niveau de recommandation est dit weak. Autrement dit, c'est extrêmement faible et il n'y a pas de recommandation.